Bonjour messieurs, merci. Alors je vous présente, j'accueille pour cette présentation Jean-François Coppenol, c'est ça Jean-François? Très bien. Directeur des investissements climat et ESG chez Abeille Assurance, et Mathieu Gourvès, pas d'erreur non plus, sans faute, chargé de mission auprès du directeur du développement, et vous travaillez donc chez Abeille Assurance également. Je vous rappelle que vous pouvez signaler votre présence à ce talk et prendre rendez-vous avec nos invités. Aussi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos invités pour développer les sujets après cette présentation. Alors messieurs, pour commencer, vous avez la zapette à slide. Ah oui. Voilà. Attends. Hop. Venez près de moi Jean-François, c'est voilà. Très bien. Et tu partageras Et je vous prêterai le micro, alors ça va rater mes relances, mais bon, on va essayer. Je vous rappelle, oui, ça je l'ai dit, donc voilà. On commence avec le sujet du changement climatique et la perception des épargnants de ce sujet. Quels sont les enjeux actuels pour les épargnants ? Alors, très clairement, en fait, jusqu'à présent, quand on était un courtier, quand on rencontrait un épargnant, jusqu'à il y a encore peu d'années, la seule préoccupation qu'on avait, c'était de suivre les cours de bourse, c'est-à-dire le CAC 40, le Dow Jones et les Rostock 50. Et puis, en fait, globalement, si on avait en plus la courbe des taux, on avait à peu près les informations qu'il nous fallait pour arriver à répondre aux questions, soit que les supports étaient à la hausse, soit que les supports étaient à la baisse. En fait, la difficulté, c'est que ce sujet-là, il s'est, entre guillemets, un petit peu complexifié, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le client, il va aussi demander un autre aspect, c'est la façon quelque part dont l'investissement qu'il va faire par votre intermédiaire, eh bien, il va avoir une influence sur un environnement qu'il ne peut pas ignorer parce qu'il suffit qu'il ouvre n'importe quel média pour s'apercevoir que l'impact du changement climatique et de la biodiversité, de la menace que représente le développement sur la biodiversité, a aussi, je dirais, un impact, ou du moins son épargne peut aussi être en situation d'avoir une influence sur le devenir de ces deux risques majeurs pour la planète. Et juste pour vous donner un exemple chiffré, et c'est Jean-François qui me l'a soufflé puisque je ne le connaissais pas et je suis tombé de ma chaise, est-ce que vous avez imaginé un seul instant quel était l'impact sur le PNB mondial de la régression sur la biodiversité ? 55% du PNB mondial dépend de la biodiversité. Donc c'est pour dire qu'on ne peut plus ignorer quelque part sur le plan économique l'impact, je dirais, de l'économie en général et donc indirectement de ceux qui la financent. C'est-à-dire évidemment les assureurs et les banquiers, mais qui sont financés eux-mêmes par l'épargne que chacun d'entre nous déposons sur un produit d'épargne, qu'il soit assurance vie ou qu'il soit produit bancaire. Alors, il est évident que s'il y a une réalité objective sur le réchauffement climatique, vous le savez, c'est sur le risque technique, sur la partie dommages de votre activité. Je pense que la plupart de nous, en tant qu'assureurs dommages, puisque vous savez qu'Abeille Assurance est les deux, eh bien, nous avons eu des années 2022 et 2021 qui étaient absolument catastrophiques en termes de sinistralité, puisque rien que sur le premier semestre, on avait encaissé plus que 2022, on avait encaissé plus de sinistres que sur 2021. Donc ça, c'est une réalité objective sur le court terme, sur l'activité qui est la vôtre, sur la partie dommage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça a aussi une influence sur vos relations avec vos épargnants. C'était donc en fait la question que vous me posiez, c'est qu'aujourd'hui, un épargnant, quand il pose une porte d'un intermédiaire, qu'il soit banquier, assureur, courtier, eh bien, il va tout simplement exiger de plus en plus d'avoir des éléments de langage et des réponses concrètes à en fait une réalité qui est qu'est-ce que j'achète quand je mets de l'argent chez vous, au sens, qu'est-ce que vous allez financer quand vous allez pousser la porte, eh bien tout simplement d'un assureur ou d'un banquier. Et je pense que si vous avez par exemple suivi le Cash Investigation sur la BNP, vous avez vu certainement ce client mystère qui était je dirais un journaliste qui est venu tout simplement titiller le conseiller BNP pour lui dire, bah voilà, je voudrais acheter un produit entre guillemets épargne responsable, qu'est-ce que vous me proposez ? Et c'est là où, quelque part, la plupart d'entre vous, et je dirais même la plupart d'entre nous, on est confronté à une réglementation qui a totalement explosé. Et le grand expert de ce sujet, c'est Jean-François. Eh bien justement, merci Mathieu. Alors Jean-François va prendre la zapette et le micro, pardon. Jean-François, sur ce sujet de l'ESG, donc le paysage réglementaire, Mathieu l'a un peu abordé, il est particulièrement dense. Comment cela impacte-t-il votre approche chez Abeille Assurance ? Alors, effectivement, le paysage réglementaire a fortement évolué au cours des dernières années. Il est toujours en cours d'évolution puisqu'il y a de nombreuses normes à la fois internationales, européennes ou nationales qui sont soit en cours d'implémentation, soit qui vont devoir être implémentées dans le futur.
Alors, ces différentes législations en fait, impactent de manière différente, de manière protéiforme, en fait, la manière dont nous gérons notre société d'assurance. Donc, il y a un impact sur la manière dont nous gérons les investissements, un impact sur la conception des produits, un impact très important sur le reporting que nous devons réaliser sur ces sujets. Et bien entendu, ce qui chapeaute un peu le tout, c'est la manière dont nous organisons, d'où la manière dont nous gérons notre gouvernance au niveau d'ABI Assurance. Alors au niveau européen, effectivement, là j'ai marqué qu'il s'agissait d'un mi-cadeau réglementaire, puisqu'on est dans un restaurant italien, je pourrais se dire qu'il s'agit peut-être d'une lasagne un peu indigeste. Mais en tout cas, cette lasagne, elle est en cours de cuisson, et elle a une certaine logique au niveau européen, puisqu'en fait toutes les strates en fait, sont interconnectées, puisque vous avez le règlement taxonomie qui propose un dictionnaire commun en fait, sur les activités de durabilité. On a le règlement donc, SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui impose en fait, un socle minimal de reporting pour les clients et pour les entités sur les activités de durabilité. On a la CSRD qui va imposer aux entreprises de reporter sur les sujets de durabilité. Ça va être mis en place en 2025. Et on a la CSDD, qui, beaucoup d'acronymes en effet, qui va en fait rendre obligatoire aux entreprises européennes de définir des plans de transition. Et en France, effectivement, des spécificités qui s'appliquent aux assureurs, donc la loi Pacte, et l'article 29 LEC. Et donc tous ces éléments, véritablement, nous causent beaucoup de maux de tête, de tracas, de difficultés, mais ils sont absolument essentiels pour que les investisseurs institutionnels participent au financement de la transition. Alors, pour nous, ABI Assurance, il y a vraiment la question du pourquoi et du comment. Alors, pourquoi intégrer l'ESG? Alors, l'ESG, véritablement, est positionné au centre de notre modèle d'affaires. Notre objectif est vraiment d'articuler la performance financière et la performance extra-financière. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on fait face à un changement de paradigme. Mathieu l'avait mentionné pour les clients, c'est également vrai pour nous, puisqu'avant, nous devions optimiser notre rendement pour un niveau de risque donné. Désormais, nous devons optimiser notre rendement financier, en tout cas le rendement financier de nos actifs sous gestion, sous des contraintes risques, mais également des contraintes de durabilité. Et effectivement, maintenant, on a aussi une conception nouvelle qui est la double matérialité, qui avait été introduite par la DPES, mais qui est renforcée par la CSRD. Il s'agit pour nous véritablement de comprendre quel est l'impact de nos investissements sur notre environnement extérieur et l'impact de l'environnement extérieur sur nos investissements. Donc nous, chez ABI Assurance, en fait, on voit 4 éléments essentiels pour le rôle de l'ESG dans notre modèle d'affaires. Mathieu en a cité 2. Donc le premier, effectivement, c'est de répondre aux demandes des clients et des réseaux assurantiels. L'autre, je viens de l'évoquer, c'est de répondre aux exigences réglementaires. Et les deuxièmes, véritablement, c'est d'avoir un impact positif, durable et mesurable, mais aussi intentionnel, de nos actifs sur les performances de durabilité. Et enfin, il y a aussi une articulation assez forte entre performance ESG et performance financière, puisque les risques ESG peuvent vite se muer en risques financiers. Et on voit bien que des lacunes en termes d'ESG, en termes de gouvernance, on l'avait vu avec Volkswagen il y a quelques années, on l'avait vu avec Enron il y a encore plus longtemps pour ceux qui s'en souviennent, mais ces lacunes de gouvernance sont bien souvent en fait des facteurs avant-coureurs de dégradation de la performance financière. Alors là, on a vu la partie réglementation, la partie demande des clients. Comment, en fait, finalement, ça vous impose comment vous dirigez votre action sur les classes d'actifs? Comment ça dirige vos choix, de classes d'actifs? Ah bah voilà. Alors, effectivement, l'approche est différenciée en fonction du type d'actif. Donc, sur les mandats, en fait, nous utilisons en fait 5 piliers fondamentaux. Donc le premier, c'est l'identification des risques ESG. Le deuxième, c'est la gestion de la performance ESG par classe d'actifs, donc d'optimiser en fait les scores ESG au niveau du portefeuille.
Le troisième, c'est vraiment le pilotage de l'empreinte carbone et biodiversité de nos actifs. Ensuite, évidemment, l'engagement et le dialogue actionnarial est extrêmement important en fait, pour embarquer les entreprises dans lesquelles nous investissons sur des trajectoires de durabilité, hein, puisque effectivement, si on va aligner nos portefeuilles d'investissement sur des trajectoires net zéro, il faut effectivement que les émetteurs fassent leur part du travail pour que nous ne devions pas, in fine, désinvestir de ces acteurs. Et oui, alors on peut effectivement... Je crois qu'on y revient un petit peu après, hein, sur l'exemple de Total. Et donc tous ces éléments, on les retrouve dans la construction du portefeuille. Donc ça consiste en un alignement en fait, à des trajectoires net zéro, des trajectoires biodiversité et des investissements spécifiques, justement dans les classes d'actifs un peu moins, enfin un peu plus, comment dire, ésotériques, d'une certaine manière. Donc tout ce qui concerne le private equity pour financer les infrastructures d'énergie renouvelable. L'approche est différente sur les UC, hein, puisque les UC peuvent être gérés soit par notre société de gestion OFI Invest AM ou peuvent être gérés par des sociétés de gestion externes. Dans les deux cas, l'approche est la même, puisque on va faire une due diligence renforcée sur ces unités de compte, sur ces supports au moment du référencement, et nous allons faire un suivi détaillé lors de la commercialisation de cette UC pour s'assurer que les promesses qui avaient été mentionnées lors du référencement sont bien suivies par les sociétés de gestion. Voilà. Et ah oui, c'était fini sur la stratégie, très bien. Alors justement, une fois que... Ah non, normalement vous avez aussi cette stratégie net zéro. Oui, alors effectivement, ce slide vient illustrer en fait la manière dont nous alignons nos portefeuilles d'investissement à net zéro. Alors, chez Abeille Assurance, on s'est fixé un objectif de réduire l'intensité carbone du portefeuille d'investissement de moins 25% entre 2020 et 2025, chose que nous avons déjà atteint. Et nous allons nous fixer un objectif de réduction de l'empreinte carbone du portefeuille d'investissement à horizon 2030. Il faut savoir que c'est une obligation dans le cadre de l'article 29 de la loi énergie-climat. L'objectif étant d'arriver, comme vous le voyez sur cette représentation graphique, d'arriver en fait à une position net zéro à 2050. Donc pour s'assurer en fait que la température n'augmente pas plus de 1,5% à horizon 2100, il faut arriver à net zéro à 2050. Ça veut dire qu'en fait on essaiera de réduire en fait toutes les émissions qui ne sont pas abattables dans nos portefeuilles d'investissement, et à partir, disons, de 2040-2045, de définir en fait des stratégies de compensation qui nous permettront d'arriver à ce niveau net zéro. D'accord, donc captage en effet et stockage de CO2 comme on le voit. Mathieu, donc Jean-François a bien expliqué tous les choix qui étaient faits. Maintenant, la difficulté suivante, c'est qu'il faut expliquer ça aux clients. Voilà, c'est un vrai grand défi que d'arriver à en fait faire comprendre, déjà comprendre, parce que je pense que c'est difficile d'être convaincu si on n'a pas vraiment compris soi-même. Et pour le coup, il y a un effort de pédagogie qui est à faire déjà dans nos équipes, et ensuite d'être capable après de le traduire tout simplement dans des outils pédagogiques à la disposition de nos apporteurs d'une part et de leurs clients ensuite. Et c'est vrai que on est en plus sur un domaine de compétences qui est quand même pas le domaine le plus fort, je dirais, de l'environnement français. Enfin, je pense que votre quotidien de courtier, c'est de rencontrer des clients qui, globalement, sur les domaines tant économiques que financiers, ne sont pas nécessairement très à l'aise. Donc, le grand défi, c'est de rendre accessibles des concepts qui sont, comme on vient de l'entendre dans la bouche de Jean-François, extrêmement complexe. Donc en fait, depuis 2018, on a développé toute une gamme d'abord de réponses produits sous forme de fonds labellisés, mais surtout, on a développé toute une pédagogie au travers de fiches conseils. Alors, c'est vrai que ça paraît assez comment dirais-je, basique que d'arriver à écrire en français accessible au commun des mortels une réalité aussi complexe. Et c'est en fait ce à quoi moi je m'attelle dans ma partie du business. Et donc, on développe un nombre très conséquent, évidemment, d'outils qui sont à disposition d'abord des apporteurs pour tout simplement rendre compréhensible pour eux ces sujets. Et évidemment, comme ces outils sont à leur disposition et à la disposition de leurs clients, eh bien, ils peuvent s'en servir pour appuyer leurs propos. Alors la difficulté, c'est quand même de s'y retrouver en labellisation, puisque un outil simple pour valider un fonds, finalement, c'est de le labelliser. Et ça, la labellisation, je suis désolé, il faut refaire le passage, c'est bon. La labellisation, encore faut-il s'y retrouver, Jean-François?
Alors effectivement, la labellisation, c'est un domaine qui peut s'avérer assez complexe, surtout lorsqu'on veut expliquer en fait la manière dont ces labellisations, ces classifications fonctionnent aux clients finaux. Alors, il faut faire une distinction entre justement la classification européenne SFDR, qui va venir s'appliquer à l'ensemble des fonds commercialisés dans l'Union européenne, des labels qui sont purement du ressort français. Et on verra effectivement qu'il peut y avoir des ponts entre cette classification française et des exigences de reporting qui sont propres au label français. Alors, on va d'abord commencer avec la classification européenne SFDR, puisqu'elle a été mise en place au début de cette année 2023. Et dans quelques jours, au 30 juin, on va être obligés, nous assureurs en fait, et sociétés de gestion également, de reporter sur les éléments constitutifs de cette réglementation SFDR, donc sur ces fameux, en anglais, donc en français plutôt, les principales incidences négatives. Alors, selon la classification SFDR, on distingue 3 types de fonds. Les fonds d'article 6, les fonds article 8 et les fonds article 9. Alors, c'est quoi la distinction entre le 6, le 8 et le 9? Alors, c'est assez simple en théorie, mais assez complexe en fait lorsqu'on regarde en fait le détail des exigences réglementaires qui sont relatives à cette classification. Alors, un fonds article 6, c'est un produit, vraiment de manière basique, c'est un produit qui ne prend pas en compte les caractéristiques ESG. Un fonds article 8, c'est un fonds qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales. Et un fonds article 9, à la différence d'un fonds article 9, c'est un fonds un peu vert foncé qui va véritablement poursuivre des objectifs d'investissement durable. Ce qu'il faut retenir sur les fonds articles 8 et 9, c'est qu'ils doivent en fait poursuivre des objectifs environnementaux ou sociaux, des objectifs de gouvernance dans tous les cas, et définir une approche qui est appelée DNSH. En anglais, ça veut dire Do Not Significantly Harm, c'est-à-dire que en poursuivant en fait un objectif soit environnemental, soit social, le fonds ne peut pas porter atteinte à d'autres caractéristiques ESG. Donc voilà pour la distinction entre ces fonds. Donc c'est obligatoire pour tous les fonds d'être classifiés SFDR. Ensuite, le label de durabilité français, on en distingue 3. Donc il y a le label ISR, le label Greenfin et le label Finansol. Le label ISR, c'est le plus connu. C'est le plus appliqué en fait par les sociétés de gestion dans leur référencement, dans leur offre produit. C'est un label qui a une vocation généraliste, qui peut être assez complexe dans sa mise en place. Mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que ce sont des fonds qui promeuvent, qui prennent en compte des objectifs de durabilité. Alors ce label est en cours de révision parce qu'il manque un peu de lisibilité. Donc il y a des propositions qui ont été faites et dans ces propositions justement, ce qu'on voit c'est que le label ESG aura un focus très important sur la transition écologique et justement fera en sorte qu'en fait on ne pourra plus vraiment, les fonds qui bénéficient d'un label ISR ne pourront plus investir dans le secteur pétrolier. Ensuite, il y a le label Greenfin, qui est vraiment le label vert foncé et qui vise vraiment un objectif de transition écologique avec une application en fait, de règles sectorielles assez exigeantes. Ce fonds également est en cours de révision pour se caler en fait, sur la taxonomie européenne. De la même manière que le label ISR essaie de se caler également sur SFDR. Et ensuite, on a le label Finansol, qui est, en fait, est obligatoire pour les sociétés d'assurance de référencer ce produit dans leur offre d'assurance vie. Et ce label Finansol, c'est un label plus d'économie solidaire pour s'assurer en fait, que l'épargne qui est recueillie dans ces fonds labellisés Finansol va avoir véritablement une utilité sociale ou environnementale. Donc là, on se rapproche plus de la notion d'impact social. Merci beaucoup Jean-François pour ces détails et cette présentation. Mathieu, on l'a vu,
le principe, c'est d'avoir des actifs dans des sociétés. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple, chez Ophi Invest, donc la société de gestion du groupe AMA. C'est un investisseur important. Comment rassurer ses clients quand on est actionnaire, par exemple, d'un groupe comme Total ? Justement, vous en parliez tout à l'heure. Je vais repasser la zapette à le micro, mais juste un petit point de compréhension. Ce qui a changé aussi avec la classification européenne SFDR et qui a aussi posé beaucoup de soucis, je pense, tant au grand public que surtout aux professionnels que vous êtes, c'est en fait que la classification, les 6, 8 ou 9, c'était en fait le gestionnaire qui décidait s'il était plutôt 9, plutôt 8 ou plutôt 6. Oui, et donc, ce qui a été très compliqué pour la plupart des acteurs du marché, c'est que certains se sont lancés sur le marché en disant sur la base de ce que je lis dans la réglementation, je vais me classer en article 9. Et puis, au fur et à mesure que les textes réglementaires européens ont été publiés, eh bien, on a eu des déclassifications, des déclassifications de 9 à 8. Ce qui a paru en fait assez désagréable pour un acteur, quelque part, qui avait vendu fin 2021 ou fin 2022 un article 9, qui se trouvait en fait face à un client qui lui dit ça tombe mal, mauvaise nouvelle, votre fonds que vous avez vendu article 9, il a été déclassifié en article 8. Et ce n'était pas une question de perte de label, à la différence du label ISR, Greenfin et label Finansol, qui sont des labels qui sont donnés par des acteurs extérieurs au gestionnaire d'actifs. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, on ne revient pas dessus, c'est donné pour un certain temps, à partir du moment où on respecte un cahier des charges. Donc, c'est vrai que cette période de transition avec cette nouvelle classification a été extrêmement perturbante pour les acteurs que nous sommes en tant que gestionnaire, que vous êtes en tant que distributeur, et pour le client, qui peut effectivement se sentir floué d'avoir acheté un article 9 et de se trouver entre les mains avec un article 8 quelques mois après. Alors, sur Ophi Invest, je pensais que c'était vous, Mathieu, c'est vous Ophi Invest et donc la politique chez Total, par exemple. C'est-à-dire que vous êtes actionnaire de Total et quand vous allez à l'Assemblée Générale, qu'est-ce que vous leur demandez, qu'est-ce que vous leur imposez? C'était l'idée. Alors moi je ne suis pas Ophi Invest, je suis Bay Assurance, je suis à la direction des investissements. Mais ceci étant dit, notre approche est similaire puisque au sein du groupe AMA, nous essayons de définir une approche commune sur les exclusions pétrolières. Alors par rapport au secteur du pétrole, en fait il y a un constat scientifique d'abord qui s'applique, c'est que il y a l'Agence internationale de l'énergie qui nous a précisé qu'en fait, que pour avoir une chance d'arriver à net zéro, il ne faut plus qu'en fait qu'il y ait de nouveaux projets d'exploitation pétrolière qui soient développés, justement afin de réduire en fait le budget, l'empreinte carbone. De ce fait-là, notre position en tant qu'investisseur, responsable, c'est de dire il faut que les sociétés pétrolières en fait appliquent ce constat scientifique de ne plus développer de nouveaux champs de production. Ensuite, l'autre problème qui se pose, c'est la distinction entre gisements hydrocarbures conventionnels et non conventionnels. Donc le non conventionnel, ce qui concerne par exemple le forage offshore en eau profonde ou bien le forage en zone arctique. Ça, c'est quelque chose auquel on s'oppose et on a mis en place justement des seuils en termes de production, en termes de revenus pour les sociétés pétrolières, à partir desquels on n'investira plus dans ces sociétés s'ils ont une production non conventionnelle qui est trop importante. Et dans tous les cas, on s'est engagé à sortir du non conventionnel à horizon 2030. Ensuite, donc, on peut avoir des acteurs effectivement qui ne sont pas présents dans le non conventionnel, mais qui cependant continuent à développer de nouveaux forages pétroliers ou de gaz dans le conventionnel. Et là, notre approche, effectivement, c'est de regarder en fait quel est l'alignement de cette société pétro-gazière à une trajectoire en fait une trajectoire net zéro, c'est-à-dire une trajectoire. Est-ce que leurs capex, est-ce que leurs dépenses d'investissement sont en ligne avec ce qui est exigé pour arriver à net zéro? Et à partir de là, en fait, on a établi une classification par rapport à ces dépenses d'investissement. Et en fait, sur la liste que nous utilisons, sur le tertile le plus favorable, ce sont quand même des sociétés qui contreviennent en fait aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie. Donc pour ces sociétés, en fait, on va s'engager avec eux et on va faire en sorte en fait qu'ils réduisent leur investissement et qu'ils sortent du pétrole non conventionnel et qu'ils n'exploitent plus en fait de nouveaux gisements.
Et à partir de 2025, effectivement, sur la base de différents facteurs, on décidera si on veut rester investi dans ces sociétés. La question avec Total, effectivement, qui s'était posée à la dernière Assemblée Générale, c'était de savoir, effectivement, que Total ait une stratégie climat qui soit un peu plus ambitieuse, notamment au niveau des fameuses émissions de Scope 3, qui sont les émissions indirectes. Donc, par exemple, ce sont les émissions, par exemple, que vous générez en conduisant votre voiture, par exemple. En étant client de Total. Voilà, en étant client de Total, bien entendu. Ou en état client de n'importe quelle société pétrolière. Oui, bien sûr. Pour conclure, Mathieu. Alors, je pense que c'est très compliqué d'être simple sur des sujets aussi complexes. Et donc, pour le coup, il faut absolument décortiquer quelque part la réglementation, la rendre accessible, comme je l'ai dit depuis le début, à nos apporteurs et ensuite à nos clients. Et c'est tout le défi pédagogique auquel on s'est attelé donc, depuis maintenant 2018 et qu'on déploie au fur et à mesure que des réglementations s'accumulent et donc s'additionnent, puisque comme vous l'avez vu, le millefeuille il est assez épais, il continue à s'épaissir. Donc, c'est ce qu'on en a mis en œuvre côté abeille. Donc, quand vous êtes partenaire abeille, côté, je dirais, assurance épargne, eh bien, vous avez effectivement accès à un nombre conséquent d'outils qui vous aident dans votre quotidien, tout simplement de courtier, pour répondre à ces problématiques, qu'elles soient effectivement sur des choses simples que qu'est-ce que c'est qu'un label, mais aussi quelles sont les politiques qui sont menées par Ophi Invest, qui est le principal, je dirais, assureur des contrats d'assurance vie Abeille Assurance, puisque pour les unités de compte accessibles, la majorité sont gérés par Ophi Invest, qui est donc notre nouvelle gestionnaire d'actifs. Et pour conclure, ce qui serait intéressant, c'est que, on vous projette en fait une vidéo qui est en fait une série qu'on a montée maintenant depuis 3 ans, et il y a donc 6 épisodes qui ont été, je dirais, créés et qui visent en fait à aller sur les réseaux sociaux, apporter en fait la bonne parole sur ce que c'est que l'épargne responsable. Et donc on a déjà donc eu un très bon buzz sur ce côté un peu un gars une fille vous parle d'épargne et vous parle d'épargne responsable. Et comme on a eu un gros succès, en fait on a décidé d'en tourner 3 nouveaux épisodes. Alors vous n'aurez pas la chance de les voir parce qu'on les garde au chaud, puisqu'ils seront livrés au mois de septembre et mis à disposition donc, de nos apporteurs, et évidemment ils seront diffusés sur nos réseaux sociaux. Mais on a décidé pour quelque part vous donner un petit peu envie de vous en projeter au moins un épisode sur les 6 qui ont déjà été produits. Si quelque part la régie veut bien le projeter, ça sera notre mot de conclusion. C'est pour ça que du coup j'ai décalé à la semaine prochaine. Oh, c'est très bien. Bon, moi je vais mettre le turbo, hein, sinon je vais être un peu en retard ce soir. Ce soir. Et t'oublies pas, on a l'assemblée générale de copropriété. Oui, bon, d'accord. Enfin, ça ou rien, c'est à peu près la même chose, alors tu me raconteras. Hein? Ciao. Hé! J'ai horreur de ces trucs-là, puis tu sais bien, c'est vraiment le genre d'endroit où les gens s'écoutent parler et où il se passe jamais rien. Oui, et du coup, personne n'y va. Et après, tout le monde se plaint parce que c'est mal géré. Écoute, franchement, tant qu'à faire, autant arrêter l'investissement socialement responsable. Alors là, je vois pas bien le rapport entre notre épargne et les assemblées générales. Le rapport, Antoine, c'est que notre investissement socialement responsable, il a des conséquences. Notamment de permettre aux investisseurs qui gèrent notre épargne de faire changer les grandes entreprises. Et comment ils font ça ? Eh bien, en participant aux assemblées générales. Parce que eux, tu vois, ils y assistent et ils tapent du poing sur la table. Et grâce à eux, en ce moment même, il y a des grosses sociétés qui changent leur stratégie climat en profondeur juste parce qu'ils prennent les choses au sérieux. Enfin, heureusement, les enjeux de notre AG, c'est pas exactement les mêmes que ceux d'une multinationale. Oui, mais ce que je veux te dire, Antoine, c'est que tous les choix qu'on fait, que ce soit la façon dont on investit notre épargne ou d'engager des travaux d'isolation dans notre immeuble, eh bien, tous ces choix-là, ils ont un impact sur notre environnement. Très bien, j'irai. Super. Bon, tu me raconteras du coup ? Hein ? Je rigole, Antoine, je rigole. Voilà. Et toi, quel sens veux-tu donner à ton épargne ? Donc toute la série est à retrouver évidemment sur YouTube, hein, c'est ça ? Notamment. Voilà, donc vous pouvez récupérer les 6 autres épisodes sur YouTube. Et juste un petit mot de conclusion, parce qu'il est vraiment de circonstance. Depuis donc quelques jours, on a ouvert notre 6e édition donc, de la Fabrique à Viva. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est tout simplement un concours d'entrepreneurs qui vise à soutenir financièrement des entreprises qui justement ont un impact positif sur leur environnement. Donc c'est notre autre façon quelque part de faire de la finance responsable. Merci pour votre écoute. Très bien. Et à votre disposition. Mathieu, Jean-Christophe, merci beaucoup. Je pense qu'on peut, Jean-François, pardon, on peut les applaudir.
Vous pouvez prendre rendez-vous donc pour avoir les détails, pour avoir les slides. On était devant les slides, alors si vous voulez voir les slides, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. Ils vous les fourniront, je pense, assez facilement. Vous me laissez une minute, j'enlève une chaise, je prends un petit coup d'air et je recommande à Eric. Il est où, Eric? Eric là-bas. Voilà, Eric va me rejoindre. Et Eric, prenez un verre d'eau. N'hésitez pas à prendre un verre d'eau avec vous, ouais, parce que il fait chaud sur la scène. C'est les Sunlight, hein, vous savez ce que c'est. Merci encore à tous les deux pour cette présentation. Très bien. Pas besoin. Tac. Voilà, 15h02. Parfait. Alors, bon, bah, j'ai l'honneur de conclure avec le dernier talk. Super, Benjamin. Vous allez voir, c'est vital. Jean-François, il se desséchait. Ouais. Il fait chaud. Il fait très chaud. Ah, le monsieur de la régie qui arrive, il est pas content. Oula. Si, c'est bon, il rigole. Je suis détendu, c'est parce que c'est mon dernier talk, c'est pour ça. Et en plus avec Eric, vous allez voir, ça va être très sympa. Rapprochez-vous un petit peu, Eric. Merci. Double dose d'eau. Alors, bienvenue à toutes et tous pour ce dernier talk du 11 bis Festival consacré, alors sur cette scène plus simple, puisque j'ai le collègue Thierry qui continue là-bas, consacré aux AssureTech. Un monde que je ne connais pas, mais en plus, vraiment, je le connais très très mal. J'ai la chance d'avoir un expert avec moi. Donc bonjour Eric et bienvenue. Je rappelle donc, alors oui, recommandation de départ. Je rappelle aux membres du public qu'ils peuvent prendre rendez-vous avec vous, Eric, en passant par l'application. Vous vous connectez sur le profil d'Eric. Vous choisissez une heure de rendez-vous avec lui. Et puis comme ça, s'il est dispo, il accepte le rendez-vous, il vous voit. S'il n'est pas dispo, ça peut être fait un peu plus tard dans la semaine et ainsi de suite. Voilà. Et vous allez voir, il est passionnant et en 30 minutes, on n'aura pas eu le temps de tout dire. Donc vous aurez sans doute des questions à lui poser. Et je ne dis pas ça que vous êtes passionnant parce que vous êtes là, hein, c'est parce que c'est vrai. Voilà, donc pour commencer, vous travaillez, donc vous êtes chez CGDIM Insurance Solutions. J'avais noté votre directeur marketing produit, c'est bien ça. Juste pour commencer, pour vous situer, quel lien vous avez chez CGDIM et vous personnellement avec les AssureTech? Alors avec CGDIM et les AssureTech, on a des liens d'affinité. D'abord parce qu'on est les uns et les autres dans la tech. Dans AssureTech, il y a technologie. Et donc un groupe comme CGDIM Insurance Solutions est vraiment fondé sur la technologie. Et puis on a des clients en commun qui sont les assureurs. Parce qu'on parle d'AssureTech, mais très peu sont finalement vraiment porteurs de risques. C'est plutôt les assureurs qui sont leurs clients ou leurs porteurs, leurs fournisseurs. Et donc on est aussi dans cette disposition-là. Et puis plus concrètement, on a l'occasion de suivre régulièrement un certain nombre d'AssureTech au travers d'InsurTech France. Oui. Et nous avons fait 2 masterclass. Nous en avons fait une avec l'AssureTech Fast, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, sur l'assurance collective. Et là, on va en lancer une avec une nouvelle InsurTech qui s'appelle Brocoli, qui est aussi centrée sur l'assurance collective. Merci pour cette présentation. Alors, juste un petit conseil, posez le micro, comme ça il vous suit toujours et il n'y aura pas de problème de son. Juste pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide panorama du marché? Combien, par exemple, y a-t-il d'AssureTech en France? Alors, l'AssureTech est un objet partiellement identifié, c'est-à-dire qu'on n'est pas en comptabilité nationale avec un décompte très très précis. Par exemple, l'Observatoire de la FinTech en recense à peine une centaine. D'autres études sont plus larges. On considère qu'il y a à peu près 1600 FinTech en France et les AssureTech sont une partie de ces FinTech, à peu près 15-16%. Donc ça voudrait dire 250 AssureTech. Donc on est en gros dans une fourchette entre 100 et 250. Très bien. Ça, c'est la France à l'international. Ça, c'est la France. Et donc dans ces AssureTech, il y a effectivement une assez grande diversité. Il y a les licornes, donc qu'on connaît bien, Alan et Shift, donc, qui ont levé pas mal de millions d'euros, 185 et 183 respectivement, et qui illustrent bien finalement le double positionnement des AssureTech. Il y a une partie qui est vraiment centrée sur la distribution, sur l'assurance,
Donc Alan qui va en plus compléter son offre avec un certain nombre de services, donc sur la santé mentale, sur aider les parents, sur la téléconsultation, etc. Et qui va avoir des ambitions plutôt assez proches d'un assureur avec un nombre de personnes couvertes. Donc je crois qu'en 2023, ils ont affiché une ambition de 1 million. Et puis des structures comme Shift, donc qui elles proposent des plateformes SaaS à la fois pour gérer de façon plus efficiente les sinistres et aussi pour lutter contre la fraude, donc qui ont vraiment les assureurs comme clients. Et ça, ce type d'InsurTech est aussi en plein développement. Et donc, une entreprise comme Shift a comme ambition d'être le premier employeur de data scientists avec un objectif de 300 data scientists en 2023. Donc, vous voyez, ça illustre ces deux licornes, donc plus d'1 milliard, illustrent bien le marché. Alors après, dans celles qui ont fait beaucoup de levées de fonds en 2022, vous avez Achille, qui est là plutôt modèle courtage, avec des ventes en ligne ou via des courtiers d'assurance santé, chien-chat, habitation. Et puis une autre qui est Accurate, qui là, à l'inverse, sera comme Shift, plutôt un service aux entreprises. Donc vous voyez, il y a tous... on pourrait décliner, hein, il y a des assurances... pour les animaux avec Dalma, par exemple, qui s'est lancé, des assurances pour ce qu'on appellerait les TNS, oui, avec Ogo, enfin voilà. Donc il y a toutes ces entreprises-là. Et donc il n'y a pas que le marché français, il y a aussi un marché international des oui, AssurTech. Alors comment ça se passe à l'étranger? Alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail sur l'étranger, mais au moins avoir des ordres de grandeur. En 2022, en fait, le marché des AssurTech ont levé 8 milliards d'euros. C'est 2 fois moins qu'en 2021. Donc ça explique un peu qu'il y a une certaine morosité aussi sur ce marché. C'est un peu plus qu'en 2020. On était à 7 milliards, mais ouais, on est revenu à quelque chose d'un peu plus habituel comme rythme. Donc sur ces 8 milliards, il y a 4 milliards qui sont des investissements aux États-Unis. D'accord. Donc les États-Unis sont vraiment le premier marché de l'InsurTech. Et après, c'est vraiment après l'Europe avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France. Et enfin la Chine, qui gagne aussi, qui investit plus qu'auparavant. Très bien, merci pour cette petit panorama, présentation un peu géographique aussi. Peut-on dire que les AssurTech bouleversent le marché traditionnel? Alors les AssurTech, moi je dirais plutôt qu'elles ont permis une recomposition du paysage. D'accord. Hein, pour l'instant, alors en fait, les investissements dans les AssurTech, ça a démarré dans les années 2010, mais de façon très très ponctuelle, en Chine avec une AssurTech qui s'appelle Zhangga, et puis aux États-Unis, notamment avec Root ou Lemonade. Ça a pris son essor en 2015, donc on a quoi, 7-8 ans de recul. On ne peut pas dire que tout le paysage ait été chamboulé. Mais il a été modifié. Il a été modifié parce que quand même toutes ces AssurTech ont généré pas mal d'investissements, donc ont orienté une partie des capitaux. Elles ont aussi vraiment contribué. Ce nouveau paysage, en fait, il est hyper digital, donc elles ont vraiment contribué à la digitalisation des acteurs traditionnels. Et puis elles ont permis finalement un travail en commun entre InsurTech et assureurs traditionnels. C'est plutôt ça le nouveau paysage, c'est-à-dire qu'on a du mal à concevoir des AssurTech standalone qui révolutionneraient le marché, mais on a aussi du mal à imaginer aujourd'hui des acteurs de l'assurance complètement en dehors de ce mouvement. Et donc même si je prends l'exemple du monde de la santé, il y a quand même beaucoup de mutuelles, hein, même s'il y a eu des regroupements sur toute cette période. Je crois qu'on est encore à plus de 400 mutuelles en France. Et dans ces mutuelles-là, qui étaient peut-être plus lentes à la transformation, la digitalisation petit à petit arrive. Et elles ont conscience que même pour garder leurs valeurs mutualistes, la proximité avec les clients, toutes ces valeurs-là, finalement, aujourd'hui, elles vont avoir un nouveau médium, un nouveau vecteur, qui sera la digitalisation. Et donc, elles se mettent aussi au diapason. Donc, c'est tout ce paysage-là, pour moi, qui a été configuré. Et c'est un peu la phrase du Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire que finalement, ces acteurs, face aux AssurTech qui ont évolué, tous ces acteurs ont aussi évolué.
D'accord, alors on va revenir, je fais juste une petite parenthèse parce qu'on se l'était dit en préparation. AssureTech ne veut pas dire start-up. Il y en a certaines qui sont maintenant un peu âgées. Il y en a un peu qui ont grandi. Qui ont grandi. Type Alan, hein, une structure comme Alan qui vise 1 million d'assurés. Par exemple, dans des sujets comme la protection sociale des fonctionnaires dont on entend parler, on en parle comme d'un des acteurs possibles. Bon, là, on n'est plus vraiment sur la start-up quand si jamais il se positionne sur ce type de marché. Alors justement, un lien tout facile avec Alan. Qu'en est-il de la réputation de ces AssureTech vis-à-vis des acteurs, chez les acteurs traditionnels? Alors, les acteurs traditionnels, déjà officiellement, tout le monde trouve ça très bien, les AssureTech. Hein. Officieusement. Voilà. Alors, officieusement, c'est un peu plus complexe. Il y avait une première crainte au démarrage, je pense, de concurrence directe. C'est-à-dire que les AssureTech, typiquement, tous ces courtiers, ces porteurs de risques, viennent prendre des parts de marché. Donc ça, c'est le premier risque. Il existe, il est quand même tempéré parce que le marché de l'assurance est quand même assez stable. Même si des lois sont venues, ou des décrets sont venus favoriser un peu le turnover des contrats d'assurance. Je pense à la loi Lemoine, la résiliation infra-annuelle, la résiliation en 3 clics. Donc le législateur ou la personne en charge de la réglementation en France a quand même beaucoup poussé à ça. Malgré tout, il y a quand même un socle stable. Ensuite, il y a beaucoup de partenariats. Donc, en fait, tous ces courtiers, on a vu qu'il y avait beaucoup de courtiers dans le monde de la SureTech. En fait, ils travaillent aussi avec des acteurs traditionnels qui vont pouvoir faire appel à eux pour faire des parcours digitaux, pour booster un peu les ventes. Donc, il y a déjà une imbrication forte. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'il y a un autre point qui explique ça aussi, c'est que j'ai cité quelques InsurTech là au démarrage, mais elles sont un peu concurrentes aussi. C'est-à-dire que sur l'assurance santé individuelle, par exemple, vous avez beaucoup, il y en a plusieurs qui se positionnent, et donc elles se font quand même pas mal de concurrence entre elles, ce qui ne favorise pas l'émergence finalement d'un acteur qui prendrait beaucoup de place. C'est assez complexe en fait. À croire qu'il y aurait une concurrence entre les AssureTech. Oui, il y a une petite concurrence entre les AssureTech parce que oui, c'est ce que il y a une enquête aux États-Unis assez intéressante qui a montré que même les jeunes, en fait, étaient un peu réticents à souscrire des contrats d'assurance chez des AssureTech. C'est pas quelque chose d'inné. Alors, en général, plus vous êtes jeune, plus il y a une appétence pour cela, mais on est loin de toucher la moitié de cette classe d'âge. Et donc, c'est vrai que si cette petite partie-là, qui est assez ouverte sur les AssureTech, se trouve confrontée à plusieurs AssureTech, ça ne va pas favoriser ce passage. Et finalement, ils vont plutôt rester chez des acteurs traditionnels. Alors, on les a observés. Maintenant, dites-nous quels sont les business models de ces entreprises? Les business models, ils sont à la fois... Comment ? Non, j'avais dit s'il y en a un, mais je n'avais pas mis le micro normalement. Si, il n'y a pas de business model type. Ça a démarré un petit peu avec tout ce qui était quand même digitalisation, expérience utilisateur. Ça a été vraiment les premiers business models, parce que l'assurance était très en retard sur ces questions-là, en fait. Avec ce marché finalement assez stable, ça ne poussait pas à investir sur ce sujet. Donc, ils se sont emparés au démarrage vraiment de cette partie de la chaîne. Ils ont beaucoup travaillé sur la relation client aussi, donc il y a beaucoup de modèles là-dessus. La digitalisation des parcours de souscription, une gestion plus optimisée et plus digitalisée des sinistres. Ça aussi, en auto-habitation, il y a eu des vraies évolutions là-dessus. Des nouveaux modèles d'assurance aussi, alors peer-to-peer, etc. Ça, pour l'instant, c'est pas encore, c'est plutôt au démarrage. Et il y a eu aussi tout un business model sur le comparateur, être des comparateurs d'assurance. Je parlais de Brocoli tout à l'heure, ça compare des offres collectives. Et donc ça, il y a beaucoup de comparateurs sur l'habitation, l'auto, la santé. Et donc ça a quand même pas mal modifié, y compris les business models des assureurs. On est un peu dans la reconfiguration du paysage dont je parlais tout à l'heure. Ah oui, donc elles ont une influence également chez les acteurs. Oui, il a fallu, une fois que vos offres sont... Si vous n'êtes pas sur les comparateurs, vous avez un problème de visibilité.
Et donc, si vous y êtes, vous êtes obligé aussi de faire un peu évoluer vos offres ou mettre un peu plus de transparence. Alors, vous avez un peu abordé le sujet, mais comment les assurtech se lancent-elles? C'est-à-dire, quelles sont leurs voies préférées, finalement, d'existence? Alors, je ne sais pas s'il existe un cursus honorum de l'assurtech ou un parcours type de l'assurtech. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup le sujet courtage. En fait, les assurtech, on pourrait les... je crois qu'il y a un cabinet qui avait fait une étude avec trois grandes catégories. Une assurtech sur 2, finalement, c'est du service aux assureurs ou aux courtiers. Donc on voit que voilà, il y a quand même une proximité. À peu près un tiers sur vraiment la distribution et 10% uniquement sur des innovations de produits d'assurance en tant que tels. Donc le modèle, il passe souvent effectivement par le courtage, que l'assurtech soit courtier elle-même ou qu'elle travaille avec les courtiers. Par exemple, une assurtech comme Plus Simple, qui nous prête gentiment ce plateau, c'est intéressant parce qu'ils travaillent aussi avec des courtiers plus traditionnels. Ils ont tout un partenariat, par exemple, avec le courtier BC. Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est des mondes qui se complètent. Voilà. Donc, c'est ça qui est aussi spécifique et intéressant. Alors, pas de cursus honorum, mais quand même des tentatives d'aller parfois vers le portage de risque. Alors, il y a le portage de risque. Qu'est-ce que vous en pensez, d'aller vers le portage de risque, alors c'est pas étonnant le portage de risque, il n'y en a pas énormément. Vous allez avoir Alan, Mila sur les assurances propriétaires, Sena qui est plus généraliste. Bon, j'en oublie peut-être. Il y a Wacam qui est pas nouveau, mais qui a repris finalement une ancienne structure. Il y avait l'agrément avant de se transformer. Voilà. Avant de se transformer, mais qui est quand même porteur de risque. Donc il y a toutes ces structures-là. D'abord, ce qu'il faut voir sur porteur de risque, c'est qu'ils sont rarement porteurs de risque de tout ce qu'ils vendent. Parce que c'est quand même les agréments ACPR, c'est pas un logo qu'on vous donne et puis entière liberté sur ce que vous assurez. C'est vraiment par branche, c'est très spécifique. Donc, je pense par exemple à Alan, ils ont un agrément en santé, mais en prévoyance, ils ont longtemps eu un partenariat avec CNP. J'imagine qu'Achille, sur le chien-chat, c'est pas sûr qu'ils aient un agrément. Enfin, j'en sais rien, mais je pense pas. Donc c'est souvent complété. Souvent ça demande plus d'investissement puisque vous allez quand même devoir des investissements déjà en termes de solvabilité. Oui, donc ça c'est important. Des investissements aussi en termes de recrutement pour avoir des spécialistes de la conformité, des actuaires. Donc voilà, c'est quand même un investissement significatif et la rentabilité de ce type de structure est pas toujours avérée aujourd'hui. En fait, c'est pas étonnant, c'est déjà compliqué pour les acteurs traditionnels de dégager de la marge. Le risque santé au niveau national, il est plutôt, il perd de l'argent, tout acteur confondu. Le risque prévoyance, avec la retraite à 60, c'est pas le jour de le signaler, mais avec la retraite à 64 ans, le vieillissement des salariés, la recrudescence de l'absentéisme, lui qui a été longtemps bénéficiaire l'est beaucoup moins. Donc ces acteurs-là, en fait, ils se mettent quand même dans une situation assez complexe où c'est pas forcément le plus facile. Et je pense qu'il y en a d'autres, avec peut-être moins d'ambition en termes de chiffre d'affaires, mais peut-être plus d'ambition en termes de rentabilité, qui ont plus déniché c'est le cas de le dire, des niches et des espaces, des parties de la chaîne, des parties de la création de valeur qui ne sont pas couvertes et sur lesquelles ils vont pouvoir apporter leur expertise, leur technologie et qui vont permettre de booster des acteurs plus traditionnels. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi que la possibilité... Enfin, on a vu beaucoup d'assurtech, on imagine ça parfois comme un courtier dématérialisé. Non, beaucoup font dans le service. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des facilitatrices ? Alors, ce sont des facilitatrices, oui, en fait, elles ont aidé un certain nombre d'acteurs traditionnels à faire leur mue, leur évolution, à se digitaliser. Alors parfois le maître fait mieux que celui qui a montré, parce que les acteurs traditionnels ont quand même beaucoup de moyens. Mais c'est vrai qu'elles ont vraiment contribué à ça et elles sont maintenant dans un écosystème en fait. Il y en a beaucoup qui sont très liés à un certain nombre d'acteurs et je dirais que c'est comme ça qu'elles trouvent aussi leur équilibre. En se rapprochant d'un plus gros et en proposant... Alors ça peut être un modèle, soit des partenariats, des intégrations aussi dans des plus grands groupes, ou alors en se rapprochant entre elles aussi.
Voilà. Donc En il y a proposant plusieurs, il y a vraiment plusieurs types d'évolution. Bon, alors parlons un peu argent maintenant, ça va faire plaisir à tout le monde. Les AssureTech, ce sont aussi des valorisations parfois astronomiques. Comment évolue-t-elle en 2023 ? Alors je parlais de la morosité 2022-2021. Alors en 2023, je n'ai pas vraiment de chiffres sur le segment FinTech AssureTech. Hein, il faut voir que les chiffres sur le premier trimestre 2023, globalement sur les startups, sont quand même très en retrait par rapport aux années précédentes. Donc, par exemple, sur le premier trimestre, au niveau monde, il y a eu 90 milliards d'investis sur les startups, tous secteurs confondus, 11 milliards 4 en Europe et 1 milliard 8 en France. Hein, alors qu'en 2021, les seuls FinTech avaient récolté en France 2 milliards 8 d'investissements. Là, je suis tous secteurs confondus. Donc, voilà, on est vraiment en retrait. C'est moins 66% par rapport à 2021, au premier trimestre 2021 en France. Hein. Bon, j'imagine que ça s'explique. Et alors, ça s'explique. D'abord, il y a eu l'inflation qui a joué, les taux d'intérêt. Donc, il y a d'autres façons. Il y a des exigences de rentabilité plus fortes qui sont posées par les investisseurs. C'est vrai aussi peut-être quelques déconvenues chez certaines AssureTech qui sont pas au rendez-vous en termes de rentabilité. Donc les capitaux, ils sont assez mobiles. Ils vont se positionner, ils peuvent aller se positionner sur d'autres choses. Il y a aussi beaucoup d'acteurs traditionnels qui ont investi les années précédentes et qui, pareil, eux, sont confrontés un peu à ces sujets de marge, de rentabilité, avec des indexations qui sont quand même sous contrôle. Et donc, c'est vrai qu'ils ont peut-être moins de capitaux qu'ils n'en ont eu. Et puis, il y a aussi des tendances lourdes avec tout ce qui est environnement, RSE, etc. Et c'est vrai que les investisseurs aujourd'hui vont être aussi assez sensibles à ça et vont réorienter ou privilégier aujourd'hui des acteurs qui sont aussi dans cette mouvance de la société à impact, de tout ce qui peut avoir un impact sociétal, social, environnemental. Et c'est vrai que les AssureTech, aujourd'hui, elles sont... alors, je voyais tout à l'heure, là, vous en parliez, mais les AssureTech, elles sont quand même un peu en retrait. En tout cas, ce n'est pas leur cœur de sujet. Et donc là aussi, il va peut-être falloir qu'elles évoluent. Hein, parce qu'en fait, entre 2021 et 2022, pareil au niveau monde, les investissements impact, ça a augmenté de 3 milliards. Donc ça veut dire, alors que tout a baissé, eux, ils ont augmenté. Donc il faut qu'elle se situe dans cette mouvance, sinon ça sera plus complexe pour elle. Oui, alors ce genre d'exigence dépend aussi de l'investisseur. Qui sont les investisseurs dans les AssureTech ? Les investisseurs, à la fois des fonds private equity, les banques, les assureurs, beaucoup. Hein, les assureurs traditionnels ont quand même beaucoup investi dans les AssureTech. Le sujet que tout le monde attend, pour quelle rentabilité ? Alors c'est un des sujets. Aujourd'hui, quand on suit les AssureTech, il y avait surtout l'indicateur du nombre de licornes. Alors le gouvernement français s'en est emparé. Donc on est pareil. Les licornes, c'est comme les AssureTech. On ne sait pas exactement les dénombrer, mais on est entre 26 et 32 en France, avec 2 ou 3 dans le monde AssureTech, parce qu'il y en a une, on peut la mettre ou non dans l'AssureTech. Il n'y en a pas une nouvelle en 2022. Là, en 2023, il ne va pas y en avoir. Mais en fait, les licornes, c'est un peu limité pour suivre la santé d'un secteur de façon un peu approfondie. Et donc, probablement, il y a des indicateurs à inventer. Aujourd'hui, il y a... En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'indicateurs un peu agglomérés sur la rentabilité des AssureTech. Mais ça serait intéressant à suivre. Ainsi que les sorties d'AssureTech, hein, puisqu'il y a quand même des échecs. À peu près, en FinTech, en 2022, il y a eu à peu près 16 entreprises FinTech qui sont sorties du jeu, à peu près 50 depuis 2016. Là, Covea, par exemple, a annoncé que Apnin avait fait faillite, parce qu'il y avait pratiquement 3 millions de déficit. Donc c'est un monde qui bouge et ces indicateurs-là aujourd'hui ne sont pas très visibles. Je pense que ça contribuerait ça va aller de pair avec la maturité du secteur que de les rendre plus visibles et plus partageables. Alors, parenthèse sur Apnin, c'est Thierry sur News Assurance Pro qui l'avait sorti dans la semaine. En effet, Covea n'a pu que confirmer. Ce qui amène la question aussi sur l'ambition des fondateurs. C'est-à-dire quand on fait les fondateurs d'AssureTech, ils sont là pourquoi et pour combien de temps de ce que vous avez pu regarder ? Il y en a qui se projettent longtemps. Alors les fondateurs d'AssureTech, souvent, ils viennent quand même du monde de l'assurance. Pas uniquement, mais souvent...
au niveau même au niveau français, hein, mais aussi au niveau international. Je parlais de Zhang Han tout à l'heure, qui a été fondé en 2013 en Chine. Son fondateur vient du monde de l'assurance. Et donc, c'est souvent un gage de réussite. Alors, sans reparler de plus simple, où effectivement, les fondateurs sont des assureurs expérimentés. C'est vrai que ça permet souvent de se projeter à plus long terme. Donc, c'est des personnes qui ont tout un réseau, un carnet d'adresses, qui connaissent les acteurs, les enjeux, les problématiques. On parlait de Fast tout à l'heure. Fast, ils se sont vraiment développés sur un sujet que quelqu'un qui ne serait pas en assurance n'aurait jamais pu trouver, sur les accords de branche, avec les codes, trouver la bonne assurance pour la bonne entreprise. Donc c'est vraiment cette connaissance intérieure est importante. Et puis après, il y a bien sûr aussi l'esprit entrepreneurial qui va jouer. Hein. Il n'y a pas qu'une connaissance du secteur, mais c'est l'alliance des deux en fait qui va permettre à ces fondateurs souvent de se projeter. Hein. Toutes ces assurtech, sauf problème de rentabilité, elles sont plutôt dans des logiques de durée, quoi. Quand vous parliez des sorties tout à l'heure, c'est bien de la disparition plutôt qu'une revente à oui, voilà, c'est vraiment la disparition de la surtech. Malheureusement. Donc on a plutôt bien étudié avec vous l'écosystème, le temps file. Alors parlons maintenant un petit peu de l'entreprise. Non, je m'en occupe. Parlons maintenant de l'entreprise. Quelles sont les particularités RH des assurtech qui sont concurrentes de tout l'écosystème quand il s'agit de recruter? Effectivement, je disais que tout à l'heure, tout change rien pour que rien ne change. Et alors, il y a un de vos concurrents qui avait fait une petite vidéo sur les parcours digitaux dans les mutuelles. Et donc, c'était vraiment une petite structure, hein, taille start-up, 60 salariés. Et elle avait recruté un directeur du digital. Donc, vous voyez que en fait, ce que je veux dire, c'est que ces assurtech, elles sont aussi en concurrence avec les assureurs traditionnels qui ont repris, qui sont digitalisés et qui ont eu besoin de nouveaux métiers. Donc elles ont un vrai défi sur le recrutement. Donc ça, c'est vu globalement sur le marché. Et puis à leur niveau, au niveau micro, les assurtech, c'est à peu près en moyenne 6 personnes, les plus grandes 12. Donc quand vous faites un recrutement, il y a un vrai enjeu. C'est encore plus complexe que dans une grosse structure. Voilà, donc ça, c'est à prendre en compte aussi bien pour la personne qui est recrutée que pour le recruteur. Après, alors, je dirais quand même, souvent l'assurance a un peu mauvaise presse dans les dîners en ville, en tout cas c'est ce qui se dit, ça ne fait pas rêver. Et la SurTech fait un peu plus rêver en fait, donc c'est plutôt une chance pour le secteur, donc ça a attiré probablement des nouveaux profils, donc ça c'est bien. Après, dans les avantages, pour les personnes qui rentrent dans ce type de structure, hein, il y a beaucoup moins d'hierarchie, c'est beaucoup moins formel. Il y a beaucoup plus d'opportunités, vous êtes beaucoup plus mis en responsabilité que dans des très grosses structures. Après, il y a plus d'instabilité quand même. Ouais. Hein, donc voilà, ça peut aussi freiner certains recrutements, plus d'instabilité. Des rémunérations qui globalement sont inférieures. Après, au cas par cas, voilà, il peut y avoir des différences, mais les grands groupes ou les assureurs traditionnels peuvent souvent proposer des offres plus attractives. C'est un monde aussi plus masculin, hein, tout le monde de l'assurtech est beaucoup plus masculin que les acteurs traditionnels de l'assurance, qui sont très féminins déjà en nombre, mais même dont la féminisation monte dans les directions générales de ces groupes. Donc là, c'est aussi une différence significative. Donc c'est vraiment deux environnements différents. D'accord, vous n'avez pas trop fait avantage-inconvénient, vous avez été sympa. Merci beaucoup Eric donc, pour tous ces éléments. En guise de conclusion, comment vous pourriez résumer les avantages et inconvénients des assurtech en France? Les avantages, c'est qu'avec leur partenariat finalement avec les acteurs traditionnels, mutuelles, assurances, courtiers, elles ont finalement un peu pignon sur rue. Elles ne sentent pas le soufre en fait. Elles s'institutionnalisent assez vite. Voilà, donc ça c'est important. Inconvénient, c'est que finalement, je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais on n'est pas vraiment en rupture. Ouais. Finalement, c'est pas. Il y a toujours le cas d'école de Kodak avec les photos digitales où ça a été vraiment une rupture. Là, finalement, on est dans un monde plus de la continuité. Ça a été plutôt un accélérateur, un catalyseur d'innovation, mais pas forcément. Ça n'a pas renversé tout le marché. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Eric. Je pense qu'on peut l'applaudir. Surtout que le timing est parfaitement respecté. Alors,
Merci beaucoup Eric. Merci Benoît. Non, merci. Moi je suis là pour ça, vous savez. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Eric pour poursuivre cette conversation avec lui, avec les équipes de CGDIM, je le dis aussi, que vous retrouverez sur l'application. Plus simple a été bien mis en valeur. Vous avez été super avec eux. Moi je vous remercie toutes et tous puisque c'est la fin de ce talk donc de cette scène.